Le site de l'usine a été lui entièrement dévasté, stupéfiantes images qui rappellent celles d'un bombardement. Plusieurs bâtiments proches ont été partiellement ou totalement détruits. Valérie Hermite. Aujourd'hui, on va parler de deux notions fondamentales, les aléas et le risque. Ces concepts, bien que techniques, touchent notre quotidien et sont au croisé de nombreux aspects de nos sociétés, de la géologie à la philosophie, en passant par l'urbanisme et les sports de plein air. Plongeons ensemble dans ce sujet passionnant. Bon, pour commencer, on va essayer de définir un petit peu ces notions d'aléa et de risque. Un aléa, c'est par définition un événement imprévisible. On sait qu'il peut se produire, mais on ne sait pas quand ni où exactement il va se produire. On peut donner plusieurs exemples d'aléas naturels, mais aussi il y a des aléas qui ne sont pas naturels. Une panne de voiture, une pluie soudaine, un incendie dans une maison ou une forêt, une chute de bloc, tout ça, ce sont des aléas. Et le risque dans tout ça, c'est le croisement entre l'aléa et la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est vous, c'est moi, les autres. En fait, c'est tout ce qui peut être touché, impacté par l'aléa et qui a une valeur. Ça peut être une vulnérabilité économique, humaine, culturelle, mais aussi écologique. Et pour se prémunir du risque, on met en place ce qu'on appelle la résilience. C'est tout ce qui va empêcher ou en tout cas amoindrir le risque. Bon, prenons un exemple. Si demain vous veniez à tomber en panne, bon, moi j'y peux rien, mais c'est un aléa, c'est un événement imprévisible qui peut arriver de manière aléatoire. Dans ce cas-là, la vulnérabilité, c'est vous. Le fait que vous puissiez arriver en retard, c'est le risque. Si vous avez bien entretenu votre véhicule et que vous avez souscrit une assurance dépannage par exemple, c'est ce qu'on va appeler la résilience. C'est ce que vous avez mis en place pour vous prémunir du risque d'arriver en retard parce que votre voiture est tombée en panne. Cette logique d'aléa, donc là dans ce cas-là d'aléa mécanique, elle peut aussi s'appliquer en fait à des aléas naturels. La première étape, ça va être la caractérisation de l'aléa. Dans le cas présent, on va se concentrer sur quelques compartiments rocheux qu'on aura repérés au préalable. Pour faire ces repérages, on va parfois utiliser des techniques satellitaires, des approches par drone ou par photographie pédestre. On peut aussi utiliser des modèles numériques de terrain ou, lorsque c'est nécessaire, on peut aussi se rendre sur place. L'objectif est de comprendre au mieux ces compartiments. Ainsi, on pourra utiliser les méthodes adaptées pour les sécuriser. Je me trouve actuellement sur le compartiment qu'on a repéré avec le drone auparavant. Cette masse de roche sur laquelle nous nous trouvons est un monolithe, c'est-à-dire que c'est une masse de roche qui est très peu fragmentée. Elle est délimitée en aval et en amont par des grandes diaclases, des fractures, qui vont jouer défavorablement. Sous l'effet de la gravité et des mécanismes de glissement ou de basculement, cet édifice pourrait être amené à chuter. Sur le terrain, on sera aussi amené à effectuer des mesures pour estimer la masse et le volume du bloc. Avec cette masse et ce volume et la hauteur de chute, on pourra estimer une énergie d'impact. Cette énergie d'impact, elle est nécessaire pour pouvoir dimensionner les ouvrages de protection. Ces ouvrages peuvent être du confortement actif, c'est-à-dire par exemple le clouage de la masse contre la paroi, ou une protection passive type écran de filet, dont le but est de retenir les blocs qui tomberaient en aval. Pour ce qui est de la trajectoire du bloc maintenant, il existe deux grandes approches. La première est une approche 2D, la ligne d'énergie. En fonction de la lithologie, on va choisir un angle d'énergie qui va nous permettre d'estimer une position d'arrivée maximale du bloc. En cas de chute du bloc, il existe aujourd'hui des approches 3D qui nous permettent d'évaluer plus précisément la trajectoire du bloc et les différentes énergies d'impact. Pour pouvoir réaliser ces études trajectographiques en 3D, on va avoir besoin de plusieurs éléments. On va avoir besoin de la forme du bloc, de la forme de la pente, on va aussi avoir besoin de la masse, des différentes lithologies rencontrées par notre bloc, et pour finir, on va devoir cartographier la végétation. Maintenant que tous nos paramètres sont rentrés dans le logiciel de modélisation, on va pouvoir commencer à simuler des chutes de blocs. Après des centaines de simulations, des centaines de lancers, on va pouvoir obtenir une cartographie de probabilité de trajectoire. Cette carte de probabilité, croisée avec les enjeux, va nous donner une estimation du risque. Dans notre équation, l'aléa ici, c'est la chute de bloc. La vulnérabilité, c'est tout ce qui pourrait se trouver sur le passage du bloc. Que ce soit des personnes, des maisons ou bien des voies de communication. La résilience, c'est tout ce qui va être mis en place pour se prémunir de cet aléa. Ça peut passer par la mise en place de protections par bloc ou encore à l'information des populations vis-à-vis de cet aléa. Et le risque, c'est que malgré toutes les protections et tout ce qu'on aura mis en place en amont, un bloc finisse quand même par toucher un enjeu. Évidemment, dans notre équation, suivant la taille du bloc, le risque ne sera pas le même. C'est pour ça qu'il est nécessaire de bien caractériser l'aléa pour faire une bonne estimation du risque.
Il existe bien d'autres aléas naturels, que ce soit les tornades, les inondations, les éruptions volcaniques, les séismes. Et à chaque fois, la notion de risque dépend de notre capacité à nous adapter face à ces événements. Pour mieux comprendre comment ces notions sont perçues et travaillées dans différents domaines, j'ai interrogé plusieurs experts avec chacun une approche unique. Alors Guillaume, on avait quelques questions à te poser. Est-ce que déjà dans ton métier de sédimentologue, tu arrives à observer des traces d'aléas dans le passé? Alors oui, tout à fait, c'est même quelque chose qu'on remarque en assez grande quantité, puisque globalement, les sédiments, qu'est-ce que c'est? Ça va être c'est des particules, ça va être des grains de sable, ça va être des grains des gros blocs, des trucs comme ça. Et l'avantage des aléas, c'est que c'est des moments où on va avoir tendance à remanier beaucoup de sédiments et donc les accumuler en très grande quantité. On pense par exemple à ce qu'on appelle les crevasses plaies, aux tempestites, ou même à moi, ce qui m'intéresse actuellement, hein, tout ce qui est volcano-sédimentaire, où on va avoir des événements qui durent parfois voilà, quelques journées, quelques mois, mais qui représentent parfois plusieurs mètres de sédiments, là où en général on n'enregistre pas grand-chose. Donc les aléas, c'est quelque chose de très important en sédimentologie. Est-ce que tu sais si observer ces aléas du passé nous renseigne sur ceux qu'on retrouve actuellement sur Terre? Alors oui, tout à fait, c'est même une de nos principales missions en sédimentologie, notamment ce qu'on fait beaucoup en ce moment, puisqu'en sédimentologie, on va s'intéresser, donc comme tu le disais très bien, hein, aux différents changements qui ont eu lieu dans le passé. Quelque chose qu'on regarde beaucoup forcément en ce moment, c'est les changements climatiques, principalement les réchauffements. Et de cette manière, on peut voir par exemple comment l'évolution des glaciers va affecter les moraines, des choses comme ça, ou même comment les évolutions des quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère influencent la formation des roches carbonatées. Typiquement, au laboratoire à Dijon, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Les changements climatiques ont un impact sur le système Terre en général et ont même, plus précisément, un impact sur les aléas. Comprendre ce qui se passe dans le passé, c'est aussi avoir des clés pour comprendre ce qui va se passer aujourd'hui et ce qui se passera demain. Nassim El-Kabli est philosophe et chroniqueur. Il va nous expliquer comment la philosophie peut éclairer notre rapport aux aléas et aux risques dans nos sociétés. La première question était de savoir pourquoi la perception des aléas par nos sociétés a évolué dans le temps. Alors déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Cette question, elle est vraiment fondamentale et elle demande, je crois, quand même plusieurs précisions, à savoir une dimension anthropologique, c'est-à-dire proprement humaine, qui consiste à limiter les risques. Et je crois à l'échelle déjà de l'individu, hein, on tend à limiter les risques dans nos vies ordinaires. Et par ailleurs, à l'échelle donc de l'espèce, donc à une échelle plus macro, il y a cette idée qu'au fond, toute l'histoire des sciences, toute l'histoire de l'humanité, l'histoire des techniques même, consiste justement à minimiser les risques et à optimiser nos conditions de vie. Donc cette perception, elle évolue donc parce que précisément nos conditions de vie évoluent elles-mêmes. Et le paradoxe, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette question, le paradoxe c'est que plus nos conditions de vie sont optimales, sont meilleures, et plus notre perception du risque est aiguisée, plus on est sensible aux aléas. Plusieurs siècles, on était peut-être moins sensible aux incertitudes et aux aléas que nous ne le sommes aujourd'hui, alors même que nous disposons d'outils techniques, d'instruments qui nous permettent de mieux vivre. La deuxième question était de savoir si on avait des leçons à tirer de tout ça pour vivre avec ces incertitudes. Je trouve que ta question, Gabriel, elle est tout sauf simple et elle est absolument pertinente là encore. Comment vivre sur fond d'incertitude? Je crois que d'une certaine manière, je vais m'en tirer un peu avec une leçon facile de philosophe, mais j'y crois fermement quand même, à savoir que l'existence humaine se construit sur fond d'incertitude. Commencer par notre condition, notre finitude, notre condition d'être mortel. Hein, on ne sait pas quand nous mourrons. Donc une fois encore, à l'échelle individuelle, la vie se construit métaphysiquement, philosophiquement, sur fond d'incertitude. Alors aujourd'hui, et tu fais très bien de le rappeler, et c'est vrai que ça fait un peu contrepoint avec ce que je disais tout à l'heure, quand je disais qu'au fond, on vit dans des conditions meilleures, mais paradoxalement, on sait bien que le monde, que les questions écologiques, environnementales, tendent à montrer que le monde est en danger. Par extension, nous-mêmes. Donc, comment vivre à partir de cette incertitude, en continuant justement à minimiser les risques, donc à favoriser la recherche, à adopter des comportements à l'échelle individuelle plus adaptés au système écologique, et bien sûr à une échelle une fois encore plus macro,
prendre des mesures politiques qui permettront de préserver les conditions de vie. J'ajoute peut-être que cette question d'incertitude, elle peut être vécue, et là je m'inspire d'un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, qui a écrit un livre remarquable, Principe responsabilité, dans lequel Hans Jonas développe sa théorie de ce qu'il appelle l'heuristique de la peur. Autrement dit, qu'est-ce que c'est l'heuristique de la peur? C'est l'idée qu'il faut imaginer les conséquences de nos actions, il faut anticiper les conséquences de nos actions en imaginant le pire. Pourquoi? Pour précisément nous amener à adopter des comportements et des attitudes qui vont être, je sais pas moi, éco-compatibles avec les ressources environnementales, par exemple. Il y a, je sais pas si tu vois ce que c'est le cerveau bayésien. C'est voilà, le cerveau bayésien, c'est cette partie-là qui va calculer lorsqu'on agit, lorsqu'on est dans des situations de risque, qui va anticiper les conséquences à venir. Le paradoxe, on s'aperçoit dans certaines études psychologie cognitive que, eh bien, il y a aussi une jouissance, et c'est le paradoxe. Tu me demandais comment vivre avec les incertitudes. Alors, il y a des incertitudes que nous rejetons, parfois qui nous conduisent même au déni. Voilà, on refuse l'incertitude et donc on va inventer des, voilà, je sais pas, les climato-sceptiques par exemple. Voilà, c'est le refus de l'incertitude, c'est le refus du pire. Évidemment, une position intenable. A contrario, paradoxalement, des formes de jouissance, notamment dans les personnes qui aiment les jeux de hasard, par exemple. Typiquement, dans les jeux de hasard, ou par exemple, les personnes qui prennent des risques en montagne ou en grimpe, il y a une jouissance. Et c'est extrêmement intéressant parce que certaines études montrent qu'il y a une partie de nous, une partie de notre psychologie qui prend de la jouissance à déjouer l'incertitude, justement. En prenant de grands risques, et plus c'est risqué, et donc plus mon taux de réussite est faible, et plus, si je me mets à jouer, et si je gagne, évidemment, ma jouissance sera plus forte que si je jouais et que c'était plus évident de gagner, tu vois. Sébastien Détril est géotechnicien, un métier où les aléas naturels sont au cœur des préoccupations. Il est aussi adepte des sports de plein air, où il rencontre des risques dans ses loisirs. On avait quelques petites questions à te poser, notamment comment est-ce que vous évaluez les risques naturels dans votre métier, donc la géotechnique? Alors moi dans mon métier, donc le risque naturel, on va dire que je le croise notamment sur les missions où on va concevoir des ouvrages de soutènement, parce que souvent on a des fortes hauteurs de terrassement, puisqu'on est moi j'ai beaucoup de missions en station de ski, donc forcément on a des niveaux enterrés, et en plus on est en pente dans des versants, donc on va avoir vraiment cette problématique d'avoir des fortes hauteurs de terrassement. Qui dit terrassement dit qu'on va déstabiliser en fait le milieu naturel. On va pouvoir terrasser directement sur des pentes que nous on va prescrire. Donc ça c'est un peu notre rôle pour pas que un glissement il parte. On va prescrire ce genre de pentes. Les pentes qu'on préconise c'est du 3/2, donc c'est-à-dire 32 degrés. Pourquoi ça? Parce que la majorité des matériaux, si ce n'est la quasi-totalité des matériaux, tiennent avec ce genre de pente. Donc moi vraiment dans mon métier c'est vraiment cette partie-là qui représente le risque naturel. Puisqu'après moi je fais pas de tout ce qui est chute de bloc, tout ce qui est c'est un petit peu spécifique, donc c'est sûr on se réfère à des documents techniques comme les PPRN, donc qu'on a beaucoup en Haute-Savoie. Les communes ont vraiment beaucoup travaillé sur cet aspect pour avoir vraiment des PPRN sur quasi-totalité des grandes communes, on va dire qu'on a ce genre de bibliographie qui nous permet en fait de savoir dans quelle zone on se trouve. Si on est dans une zone d'aléa fort, par exemple aux chutes de blocs, les murs en amont, ils vont pouvoir en fait subir des chocs qui sont décrits en fait après dans le règlement du PPRN. Donc effectivement, on voit que dans ton métier, tu es souvent confronté aux risques et du coup aux aléas naturels. Mais toi, dans tes disciplines, dans tes loisirs, comment est-ce que tu gères ça? Donc oui, comme tu l'as dit, donc moi je fais pas mal de sports outdoor, donc que ce soit de l'alpinisme, du trail, donc je suis souvent en montagne. Donc d'un point de vue professionnel, c'est vrai que je traite pas vraiment des aléas naturels, des risques naturels, mais d'un point de vue personnel, c'est vrai que j'y suis souvent confronté. Donc quand on est en montagne, c'est vrai qu'on n'a pas toutes ces sécurisations, on n'a pas les filets par bloc, on n'a pas des parois clouées qui viennent tenir les versants. Donc l'objectif, c'est vraiment d'analyser ce genre de risque, donc tout ce qui est les faces qui sont un petit peu exposées au printemps notamment, et puis en automne, et de nous pas s'exposer à ces risques, de pas aller on va dire dans
dans les couloirs, que ce soit d'avalanche, les couloirs de chute de blocs qui sont assez connus. Quand on progresse, on va faire attention à tout ce qui est les blocs instables. On va pas venir s'accrocher à des blocs qui sont instables, mettre des relais donc pour nous équiper nos voies sur ces blocs instables. Donc c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de comprendre ce phénomène pour pouvoir progresser en toute sécurité sans se mettre en danger, que ce soit nous, mais les autres qui sont souvent en dessous. On accepte une part de risque en fait dans ce genre de passion, on va dire. Mais bon, faut savoir jauger un petit peu la passion et puis le risque qui est à côté, quoi. Ok David, en quoi c'est important que le travail de communication avec les populations? Tu peux nous expliquer? Alors oui, bien sûr, plus précisément, je travaille dans les aléas naturels, par exemple les inondations, les séismes ou encore des éruptions volcaniques. Et l'objectif de ce travail de communication sur ces événements, c'est justement d'apprendre aux populations quels sont ces événements, comment ils marchent, comment ils fonctionnent, de manière à augmenter la résilience. Et par résilience, j'entends le fait qu'ils vont bien comprendre et bien savoir comment réagir le moment où ils vont affronter ces événements s'ils sont amenés à les confronter un jour. Pour finir, les aléas font partie intégrante de notre quotidien. En revanche, on peut apprendre à vivre avec, en renforçant notre résilience, que ce soit par la science, la technique ou encore la philosophie. Et vous, c'est quoi votre rapport aux aléas? Vous êtes déjà posé la question?